الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous allons donc entamer aujourd'hui la leçon numéro 6 du chapitre 4 sur l'anneau des polynômes. Aujourd'hui, on va voir un des théorèmes les plus importants d'algèbre, ce qu'on appelle le théorème de D'Alembert-Gauss. Le théorème de D'Alembert-Gauss. Bon, maintenant, nous allons aborder le paragraphe 4.7, le théorème de D'Alembert-Gauss. D'Alembert, c'est un mathématicien, et Gauss, c'est un autre mathématicien. Ce sont deux mathématiciens qui ont donc trouvé ce théorème d'Alembert-Gauss. Donc, ce théorème, c'est le théorème 3. Donc, le théorème, normalement, toute personne qui fait de l'algèbre doit le connaître. Là, il est considéré comme le plus important théorème d'algèbre. Par des mathématiciens, il est considéré comme plus ou moins, c'est-à-dire au moins l'un des plus importants théorèmes d'algèbre. Si ce n'est pas le plus important théorème d'algèbre. Donc, هذا le théorème هذا نعاود بالعربية. Donc, التhéorème 3 راح نديروه دركا. Donc, هذا كان بعض العلماء في الرياضيات يعتبروه باللي أهم نظرية في الجبر هو التhéorème هذا, التhéorème d'Alembert-Gauss. Vous allez voir, il est simple, بسيط خلاص. Donc, la démonstration تاعو donc تخرج من الإطار تاعو, donc elle sort du cadre de ce cours. Donc nous allons l'énoncer seulement, l'expliquer. Et donc, il faut le connaître. Toute personne qui fait de l'algèbre, donc au niveau de la première ou deuxième année, il faut qu'elle connaisse ce théorème. Nous avons le théorème. Le théorème, c'est le théorème de D'Alembert-Gauss. D'Alembert, c'est un mathématicien. Gauss, c'est un autre mathématicien. Bon, quelles sont les hypothèses de ce théorème? Quelles sont les hypothèses? Donc, les hypothèses, soit P, donc, soit P, donc un polynôme qui appartient. Donc, c'est pas un polynôme à coefficient réel. Donc, le polynôme, s'il est à coefficient, donc, s'il est à coefficient réel, donc, il n'appartient pas. Le théorème. Donc, là, nous avons ici, donc, P, 2 degrés, N, degré, donc, il me donne degré 1, 2, 3, 4, etc. Donc, 2 degrés N supérieur ou égal à 1. Donc, c'est-à-dire, donc on va l'écrire de façon simple ici. C'est-à-dire, donc, notre polynôme P est égal donc A0, A1, etc. jusqu'à AN. Et après, donc, vous avez 0, 0, etc. Ceci est égal aussi donc à A0 plus, donc si je l'écris avec les plus A1x plus A2x au carré plus AN x à la puissance n. Avec ici, avec les AI ici, donc A0, A1 jusqu'à AN, sont tous des nombres complexes. Donc ils peuvent être des nombres réels, mais de toute façon, je peux avoir aussi des nombres complexes, parce que tout nombre réel, il est complexe. Bon, mais notre polynôme, il est à coefficient complexe. Puisqu'il est de degré 1, donc le plus A1 ici, il est différent de 0. Voilà donc la première hypothèse du théorème de D'Alembert-Gauss. Alors P, donc ici c'est l'indéterminé, c'est grand X. Alors P admet exactement n racines. Si vous avez le degré égal 2, vous avez deux racines. Le degré 3, c'est 3 racines. N racines, mais il faut préciser ici, n racines complexes. Si elles sont réelles, tant mieux. Sinon, elles seront complexes. En comptant les multiplicités. En comptant les multiplicités. On va expliquer cela. C'est-à-dire, si vous avez une racine, par exemple,
1 plus i de multiplicité 2, ما نحسبوهاش une racine, نحسبوها deux racines. Si vous avez une racine complexe, par exemple alpha avec la multiplicité 4, on ne la compte pas une racine, نحسبوها 4 racines, نحسبوها 4 racines. Donc si vous ajoutez toutes ces racines, vous allez trouver le degré du polynôme P. Donc c'est-à-dire, je vais bien écrire, c'est-à-dire, si alpha 1 est une racine, donc alpha 1, racine de P avec la multiplicité, je l'appelle M1, etc. Alpha P, donc c'est une racine de P avec la multiplicité MP. Nous, on a, c'est-à-dire la somme des multiplicités M1 plus M2 plus jusqu'à, vous avez P ici, P, il est inférieur ou égal à N. Parce que la somme des multiplicités plus MP est égale exactement, nous avons N racine est égal à N. Le degré, c'est le degré de P. La somme des multiplicités est égale au degré du polynôme. Voici donc le théorème de D'Alembert-Gauss. C'est que ما قلناش il admet n racine réelle. Non. Le théorème de D'Alembert-Gauss nous assure l'existence, premièrement, que le polynôme, donc il y a un coefficient complexe, donc il peut avoir des coefficients réels, tant mieux, mais l'essentiel c'est qu'on est sûr qu'il admet exactement n racines, elles sont complexes, quelques-unes des racines peuvent être réelles, mais il nous garantit que ce polynôme a exactement n racines complexes en comptant les multiplicités. Par exemple, je vais donner un exemple. Exemple. Je prends P est égal à x2 plus 1, le tout à la puissance 4. C'est un polynôme P. Il appartient, vous voyez ici, ici, il appartient à R de X, mais aussi P, il appartient aussi à C de X. On voit bien que degré de P ici, degré de P est égal à quoi? Donc est égal à 8 ici. Vous avez degré 2 ici, multiplié par 4, donc c'est le degré 8. Bon. Le polynôme de D'Alembert, qu'est-ce qu'il nous assure? Le théorème de D'Alembert-Gauss, on va voir ici. Bon, quelles sont les racines? Quelles sont les racines de ce polynôme? Donc on voit bien que les racines, nous avons ici alpha égale I. Donc c'est une racine de P avec la multiplicité. Quelle est la multiplicité de cette racine? Donc vous voyez bien que la multiplicité c'est 4. Et alpha égale moins I, c'est aussi une racine de P avec la multiplicité de multiplicité. 4. Pourquoi ça? Parce que P s'écrit sous la forme, car P il s'écrit sous la forme x plus I à la puissance 4 multiplié par x moins I à la puissance 4. Vous voyez bien que I et moins I sont des racines de P avec chacune de multiplicité 4.
Donc nous avons ici, I هذه I, alpha égale I. Donc, un théorème de Lambert, donc, ما نقولوش باللي alpha égale une racine, ما نحسبوهاش une racine. Lorsqu'on fait la comptabilité, هنا نحسبوها, on la comptabilité 4 racines, نحسبوها 4 racines confondues. Alpha égale moins I aussi. Donc ici, vous avez aussi 4 racines qui sont confondues. C'est-à-dire, les multiplicités, nous avons M1, vous avez ici M1, la multiplicité M1 est égale à 4. La multiplicité M2, vous avez alpha égale, avec la multiplicité M1 égale 4, M2 égale 4. Vous avez bien ici M1 plus M2, nous avons ici M1 plus M2 est égal à 8, qui est égal au degré de P. C'est-à-dire, كيف نفهموه التيورم دالامبير-غوس بالنسبه للبولينوم هذا بلي لو بولينوم هذا عنده الى ici الى la première racine alpha égale I, mais نحسبوها 4 racines parce que c'est une racine de multiplicité 4, donc نحسبوها 4 racines. Alpha égale moins I, la même chose, c'est une racine avec la multiplicité 4, donc on la comptabilise 4 racines, c'est une racine double, racine triple, racine quadruple, ici c'est une racine quadruple, نحسبوها 4 racines. Donc il ne faut pas نحسبوا alpha égale I, une racine, ou alpha égale moins I, on dit une racine aussi. Si on fait la somme, on obtient 2 racines seulement, 2 racines. C'est pas, le théorème d'Alembert-Gauss, il est غلط, faux. Non, c'est pas ça. Il ne faut pas, parce que le théorème d'Alembert-Gauss, il te dit, hein, alors P admet exactement n racines, c'est-à-dire degré complexe. Les racines, il faut تحسبهم avec en comptant les multiplicités. Si une racine a une multiplicité MP, il faut considérer qu'il y a MP c'est une racine. Elle est de multiplicité MP, donc il faut la comptabiliser MP racine, pas seulement une seule racine. Voilà comment il faut comprendre le théorème de d'Alembert-Gauss. Bien sûr, remarque, ce théorème, il est faux dans R de X. Il faut bien savoir, par exemple, le polynôme هذا, il n'a pas du tout de racine dans R. Il n'a pas de racine réelle. Le théorème هذا, donc il est applicable pour les racines complexes. Les racines complexes. Lorsqu'on parle de racines réelles, il n'a pas de racines réelles. Donc il n'est pas valable, le théorème هذا, il n'est pas valable dans R. C'est-à-dire, on cherche, si je considère ce polynôme-là et je cherche les racines réelles, donc ce polynôme n'a pas du tout de racines réelles. Bon, on présente ici la photo de d'Alembert. Donc d'Alembert, c'est un mathématicien français. Donc c'est un mathématicien français. Donc il est né en 1717. Donc il est décédé en 1783. Donc d'Alembert, donc il a énoncé le théorème fondamental de l'algèbre. Donc tout polynôme de degré n à coefficient complexe, donc admet exactement n racines en comptant les multiplicités. Mais en vérité, le théorème a une autre forme. Tout polynôme de degré n supérieur ou égal à 1 admet au moins une racine dans C. Comme conséquence, on obtient le théorème qu'on a énoncé. Donc le théorème, l'origine, le début, donc lorsqu'il a énoncé Gauss d'Alembert, donc tout théorème de degré n a au moins une racine complexe. Et à partir de cela, donc on peut facilement démontrer qu'il a exactement n racines en comptant les multiplicités. Mais d'Alembert, il a donné une démonstration donc, qui n'était pas donc, convaincante, donc une démonstration chouïa farfelue. Donc, pourquoi on l'appelle théorème de d'Alembert-Gauss? C'est Gauss, après, il a démontré le théorème de façon rigoureuse. Donc, il a donné une démonstration assez rigoureuse de ce théorème. Donc, d'Alembert, je répète, d'Alembert, c'est un mathématicien français. Donc, on écrit la date d'Alembert. Donc ici, donc 1717, 1783. Là, c'est un mathématicien français. Après Gauss, donc c'est un mathématicien allemand. Donc, c'est exactement donc Carl Friedrich Gauss. Donc,
il a démontré, donc, il a démontré ce. Donc, D'Alembert n'a pas démontré le théorème. Donc, il a donné une démonstration qui n'était pas assez rigoureuse. Donc, Gauss donc, a donné une démonstration rigoureuse en 1700, donc en 1799. Voilà, donc, la démonstration a été de ce théorème qu'on appelle aussi donc, théorème fondamental, fondamental, le théorème fondamental de l'algèbre. On l'appelle aussi comme ça. Voilà. Maintenant, passons au théorème. C'est le théorème de factorisation. Donc, soit P, un polynôme donc, qui appartient à C, c'est un polynôme à coefficient complexe. Si j'écris par exemple P, donc 2 degrés, 2 degrés, 2 degrés, N. Si P, donc P, il s'écrit, donc P est égal à A0 plus A1x plus AN, x à la puissance n, avec ici les AI, A0, etc. Donc AN sont des complexes, avec AN ici, puisqu'il est degré n exactement, est différent de 0. Et si, qu'est-ce qu'on a dit au théorème 3? Donc on a dit que deux polynômes de degré n exactement, donc à coefficient complexe, admet exactement n racines en comptant les multiplicités. Si, donc ici alpha 0, on écrit n racines, donc alpha 1. Alpha 1 est une racine de P de multiplicité M1. Alpha 2, c'est une racine de P de multiplicité M2, etc. Alpha P est une racine de P de multiplicité MP. Donc, les alpha I, donc, tels que, donc, on a, donc, M1 plus M2 plus MP, d'après le théorème numéro 3, est égal à N. Et on obtient la factorisation, P est égal à, donc le plus grand coefficient ici, AN, multiplié par X moins alpha 1 à la puissance M1, multiplié par X moins alpha 2 à la puissance M2, etc. X moins alpha M à la puissance, ici, pardon, oui, à la puissance alpha P, pardon. Nous avons ici jusqu'à alpha P moins alpha P, la puissance, la multiplicité M, P. Voilà. Donc on obtient la factorisation, donc on obtient une factorisation, donc, du polynôme P en produit donc de x moins alpha i à la puissance mi. Donc c'est un théorème, ça c'est, on l'a fait déjà avant. Pourquoi? Parce que les alpha 1, alpha 2 sont des racines de P de multiplicité, donc MP, donc on obtient cette décomposition. Bon. Bon, maintenant on va donner la définition suivante, définition 9, soit P, donc donc un polynôme qui appartient à K de x. K est un corps commutatif quelconque, donc on a même la définition à dit K, donc 2 degrés, 2 degrés n. C'est-à-dire P, comment il s'écrit? P est égal à, donc P est égal à A0 plus A1x plus etc. plus AN x à la puissance n. Avec ici A0, A1, c'est le cas général, donc AN, ils appartiennent au corps K. Donc K, il peut être n'importe quoi. Donc il peut être Q, il peut être R, il peut être C, il peut être un autre corps quelconque.
Donc ici, avec AN, puisque le degré est différent de 0, donc AN différent de 0. C'est le 0 du corps, donc c'est le 0 du corps. Donc on dit que le polynôme P est scindé. Donc le polynôme P est scindé S, C, est scindé sur K. Parce que je me scindé sur un corps, il n'est pas scindé sur un autre corps. Est scindé sur K, donc est scindé sur K, ou bien encore scindable sur K, s'il existe une constante, s'il existe une constante bêta différent de 0, et n, donc n, j'écris ici, alpha 1 jusqu'à ici alpha 1, donc ici on peut non nécessairement distinct 2 à 2. C'est-à-dire là, on peut avoir alpha 1 égale alpha 2, ou bien alpha 3 égale alpha 5. Donc l'essentiel, c'est que lorsqu'on les compte toutes, donc on trouve ici donc n. Tel que 2 à 2, donc les alpha i, donc ici, alpha i, ils appartiennent au corps, appartiennent à K, tel que notre polynôme P est égal à le scalaire bêta multiplié par x moins alpha, pardon, grand X ici, c'est l'indéterminé, grand X moins alpha 1 multiplié par jusqu'à grand X moins alpha 1. Voilà, donc on dit que le polynôme P est scindé si, donc on peut l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire un produit de polynômes de premier degré. Donc ici, si vous avez par exemple alpha 1 égale alpha 2, donc cette écriture devient x moins alpha au carré. Si vous avez trois constantes qui sont égales, donc on obtient x moins alpha 1 à la puissance 3. L'essentiel, on peut les compter 3 fois, donc 3 fois, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure si maintenant, d'après le théorème 4, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, d'après le théorème 4, donc conséquence de notre étude, donc ici, on peut directement donc, conclure quelque chose. Donc, proposition. Donc, proposition. Ou bien théorème. Donc, on peut mettre ici le théorème. Donc, théorème 5. Théorème 5. Théorème 5. Soit P. Donc, soit P, un polynôme quelconque, donc appartenant à C, le X, donc à coefficient complexe, de degré n, quelconque, alors le polynôme P est scindé dans C. Pourquoi ça? Parce que, donc ici la preuve, la preuve elle est très simple, preuve, d'après le théorème 4, on a P est égal à, donc on a trouvé est égal à AN multiplié par X moins alpha 1 à la puissance M1. M1 est la multiplicité de la racine. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit tout polynôme de degré n admet exactement n racines en comptant les multiplicités. Donc ici,
multiplié par donc x moins alpha p, ici p, la multiplicité mp. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Donc on obtient donc les constantes ici, je peux écrire. Donc il existe donc bêta qui est égal à n ici. Et on a les constantes, c'est quoi? C'est alpha 1, donc m constante, alpha 1, donc m1 constante. Après, alpha 2, donc m2, la multiplicité m2 constante alpha 2, etc. Donc, ici jusqu'à alpha p, mp constante alpha p, tel que, donc, p est égal à quoi? Est égal à x moins alpha 1, x moins alpha 1, ici, m1 fois, multiplié par, après, x moins alpha 2, x moins alpha 2, ici nous avons m2 fois, etc. Donc, x moins alpha p, x moins alpha p, ici mp fois, mp fois, donc ici mp fois, 7, ici bien sûr, il faut multiplier encore par, pardon, p égale à n. Donc bêta ici est égal à n. Voilà, cette écriture-là, donc c'est exactement, ça veut dire que, et nous avons ici m1, donc m1 plus m2 plus mp est égal exactement à n, le degré du polynôme. Ça veut dire que notre polynôme p, il est scindé dans C. Il est scindé dans C. Bon, maintenant, on va donner une autre définition, la définition numéro 10. Soit K, un corps commutatif, on dit que K, vous l'oubliez, le corps est algébriquement clos, si tout polynôme P, appartenant donc à coefficient donc K est scindé sur K. Donc c'est-à-dire que P s'écrit, sous la forme P égale, on a dit que, qu'est-ce que ça veut dire un polynôme, il est scindé, donc il s'écrit sous la forme, donc une constante, bêta, multipliée par x moins alpha 1 à la puissance m1, etc. Donc x moins alpha p, alpha p à la puissance mp, avec ici m1 plus mp est égal au degré de p. Bon, il est clair que, remarque, donc si K
et algébriquement clos, algébriquement clos, alors tout polynôme, tout polynôme, tout polynôme P appartenant à K de X, A, donc A, N racine A, par exemple ici, A, N racine, pardon, A, N racine, en comptant les multiplicités, بحساب les multiplicités. En comptant les multiplicités. Ici, on a donc n c'est le degré, n est égal degré de P. N c'est quoi? C'est le degré de P. Bon, maintenant, on va faire un exercice. Donc, petit a, exercice 8, petit a, montrer que le corps R n'est pas algébriquement clos. Petit b, la même chose. Montrer que le corps Q maintenant, l'ensemble des rationnels, n'est pas algébriquement clos. Bon, on va démontrer, donc, on va donner la solution de l'exercice 8. Donc, R, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Donc, on commence par la réponse à la question 1. Qu'est-ce que ça veut dire R est algébriquement clos? Par définition, ça veut dire que, quel que soit P appartenant à R, donc à coefficient réel, pour tout polynôme, donc à coefficient réel, donc tel que degré de P, c'est-à-dire un polynôme de degré n, alors P admet n racine dans R. N racine, ici, n racine, dans, exactement n racine, dans R. Parce que on parle du corps R. Dans R, bien sûr ici, en comptant, les multiplicités. Donc, R n'est pas algébriquement clos. Donc, si j'arrive à démontrer, il existe. Maintenant, non la proposition. Non cette proposition. Quelle que soit P. Si j'arrive à trouver un polynôme, donc, s'il existe, si je démontre, il existe un polynôme tel que degré de P égale n, et P n'a pas n racine. Il suffit de trouver un seulement, n racine dans R. Bien sûr, P, bien sûr ici, P, il appartient, donc il est coefficient réel, Donc, ceci m'implique que, donc, que R n'est pas algébriquement clos. C'est simple. Ce polynôme, en effet, il suffit de prendre le polynôme P est égal à x2 plus 1. Il est clair que ce polynôme P n'a pas de racine du tout. N'a pas de racine
dans R. Donc, ça veut dire que R n'est pas algébriquement clos. La question B maintenant. Donc, il suffit de trouver, il existe un polynôme P appartenant maintenant à Q de X. À coefficient, donc, Q de X. Tel que P n'a pas de racine dans Q. Je vais démontrer maintenant, c'est Q qui est, donc, il suffit de prendre la même chose ici, on prend P, on va prendre ici P, la même chose, P égale le même, on va prendre le polynôme ici, P égale x2 moins 2, x2 moins 2. Il est clair que, donc, P égale x moins racine de 2, multiplié par x plus racine de 2. Donc nous avons ici racine de 2 est une racine de P, mais racine de 2 n'appartient pas à Q. La même chose, moins racine de 2 est une racine de P, mais moins racine de 2 n'appartient pas à, elle appartient à R, mais elle n'appartient pas à Q. Donc ceci m'implique ici que Q n'a pas de racine dans Q. Il a des racines dans R, mais il n'a pas de racines dans Q. Ceci m'implique que, par définition, que Q n'est pas algébriquement